programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, 10-12 le Zénith. Estelle, un téléspectateur qui a lui d'emblée dans l'affaire de citer les présidents de conseil régional. Il n'arrête pas Omar Ouvengbang, c'est lui qui ne fait que signer. Aliou Issa de la Damawa, Polycarpe Banlock du littoral, Hilaire Foucault, Dr Jules Hilaire Foucault de l'ouest, Timevuna Gilbert du centre, Ndongo Gervais du sud. Ah, il a. Oui, c'est possible qu'il. Oui, il les connaît. Mais est-ce qu'il maîtrise aussi les actions qui ont été posées par monsieur. Bon, attendez, on a juste pour l'instant, on a juste le mail. C'est ça le maintenant, pour les actions, il faut voir. Non, on voit que c'est bien. Oui, déjà en tant que déclarant en douane, c'est quelqu'un qui a au moins une certaine culture générale. Tout à fait. Mais on voudrait savoir que, bon, tel président de conseil avait construit. Ça, c'est pas lui de le dire. On va demander aux conseillers régionaux que vous avez fait quoi. Il nous écoute, hein. Il nous écoute. Mais juste en passant, on a le professeur Koyok, qui est conseiller. Oui, madame. Je crois qu'on a aussi un certain Charles Elizan. Non, mais il est municipal. Il est conseiller de la ville. Oui, mais il est aussi régional. Donc, il faudrait peut-être qu'on leur pose la question. Vous en pensez quoi? On peut le demamer, même à Claudius. Même à Jean-Claude Diutz, qui travaille au conseil régional. Il faut qu'ils nous disent. Il faut qu'ils nous disent quelles sont leurs actions. Ils ont fait quoi? Vous avez, ils ont des budgets, des énormes budgets. C'est un thème de milliards. Oui, regardez, les écoles qui sont placées sous l'égide de la région, c'est eux qui sont censés les retaper. Tout à fait. Regardez l'école publique de Bonanjo. Petit Jos, l'école publique de Bonanjo, Petit Jos, groupe 1, je crois. L'école publique de. En plein cœur de la ville. Comment on appelle ça? Bilonguet, groupe 2. Allez à Bafoussam, regardez les écoles que notre ami Tom Fak nous montre souvent à la télévision. C'est totalement incompréhensible. Alors qu'il y a un conseil régional. Vous faites donc quoi sur le terrain si vous êtes élu? Depuis novembre, 6 mois. On ne connaît pas une seule action qu'ils ont posée. 6 mois déjà qu'ils sont là. Bien assis, cloisonnés dans leur bureau. Donc vous ne comptez pas les 5 premières années parce que... Ils avaient dit que c'était... Le rodage. La période d'initiation. La période d'initiation. Maintenant, on veut quand même voir. On veut voir l'impact, la patte du conseil régional. La patte du conseil régional. Dans la région. The Regional Council Touch. Si on ne voit pas ça, vous nous servez donc à quoi? Alors que moi je pense que s'ils ne peuvent pas travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit le gouvernement, tout comme avec cette histoire du Sénat, on peut les balayer. Pour nous, ça ne nous apporte rien. C'est comme le Conseil économique et social. C'est des choses que vraiment, moi, je pense qu'on peut à tout prix s'affranchir. Pour l'instant, hein, pas pour le moment. Ce n'est pas pour dire qu'à long terme, on ne peut pas revenir. Mais tant qu'on ne donne pas assez de moyens techniques pour que les gars puissent travailler normalement sur le terrain, c'est un problème. C'est-à-dire que dans le littoral où nous sommes, il y a un chef le troisième degré qui m'a dit que lui, il n'a jamais vu le président Polycarpe Banlock après Yingui, qui est totalement enclavé dans l'ONCAM, le département d'origine du J'ai traversé un pont là-bas, mon cœur a failli tomber. Allez-y voir. C'était un tronc d'arbre le truc. Allez-y voir. Il n'y a pas de pont. La dernière fois, incroyable. Il a fallu que vous fassiez des reportages sur le pont Mahé. Quelque part en conjonction. Quelque part là-bas, sur la rivière Mahé. Pour qu'on puisse avoir ce petit pont. Oui. Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'ils se déplacent, nos conseillers régionaux, nos présidents de conseils régionaux, est-ce qu'ils se déplacent? Ils ne se déplacent pas. Ils ne vont pas sur le terrain. C'est ça, au moins qu'ils aillent me recenser. Oui, récemment encore, quand on était du côté du nord à Garoua, on a le pont de Orolabo. Ça relève du conseil régional du nord, qui est tenu par justement monsieur Oumarou Ousmanou. Parce que là, c'est encore notre téléspectateur qui nous a aidé, le gars qui nous le dit, Oumarou Mvengbe, qui nous dit que c'est Oumarou Ousmanou. Il a une bonne culture générale quand même. Ouais, très intéressant. Très intéressant. Bon, on rentre dans la deuxième partie avec la revue des réseaux sociaux. Je fais ça juste maintenant pour agacer Estelle Bondi. Ce matin, Cédric, on parle du sinistre qui s'est passé à Douala. Le tour cycliste. Sinistre. C'est l'incendie. Ah oui, l'incendie. À Douala 3e. Oui. Oui, allez-y. Voilà. L'usine de l'entreprise Nettoicam a été touchée par un incendie. Un violent incendie s'est déclaré dans les installations de l'entreprise Nettoicam au quartier Brazzaville, dans la commune de Douala 3e, spécialisée dans la régénération des huiles usagées et l'incinération des déchets spéciaux.
Le sinistre, dont l'origine reste encore à déterminer avec exactitude, a causé d'importants dégâts matériels, plongeant le personnel et le voisinage dans le désarroi. C'est en pleine activité que l'alerte a été donnée. Selon les premiers témoignages, des employés et des riverains ont vu une épaisse fumée noire commencer à s'échapper d'un des compartiments principaux du site, qui abritait notamment des camions-citernes contenant des produits chimiques inflammables. Alertés de l'urgence, les éléments du groupement des sapeurs de Douala se sont rapidement déportés sur les lieux. Face à la violence du brasier et au risque d'explosion lié aux cuves de stockage, les soldats du feu ont dû déployer plusieurs engins pompes pour circonscrire l'incendie et empêcher qu'il ne se propage aux entreprises et aux habitations voisines. Fort heureusement, le premier bilan humain ne fait état d'aucune perte en vies humaines, l'évacuation rapide des employés ayant permis d'éviter le pire. Le bilan du reste des dégâts sera établi dans les prochains jours. Bien, cet incendie était vraiment énorme si l'on se fie aux images qui nous ont été ramenées par notre reporter Kevin Thiogo qui était présent sur les lieux. Nous sommes dans l'arrondissement de Douala 3, oui, arrondissement de Douala 3. Oh là 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 là, on dit qu'on ignore encore les causes de l'incendie. Mais Cédric, moi j'ai une interrogation. Comment une entreprise pareille puisse être mise en place au milieu des populations justement, sont très vulnérables. Là, on questionne le plan d'urbanisation. L'emplacement, tout à fait. Il y a des usines qui ont été construites et les populations sont venues retrouver ces usines-là. Oui. Parfois même on délocalise les usines ou alors même, je me pose également la question de savoir est-ce que ces populations-là même sont au courant des dangers qu'elles encourent en restant dans les environs de ces usines-là. Pire encore, une usine comme Nettoicam qui fait dans le traitement des déchets chimiques toxiques, l'incinération des déchets spéciaux. Des déchets spéciaux, les hydrocarbures. Donc c'est extrêmement compliqué. Oui, c'est vrai, on nous a fait comprendre hier qu'il n'y a pas eu de pollution, ça n'a pas pollué. Qu'est-ce qui les prouve qu'il n'y a pas vraiment eu de et les fumées noires là, est-ce qu'on connaît la composition de ces fumées noires? Ça partait à des kilomètres à la ronde. Ça pourrait causer de sérieux problèmes de santé aux personnes qui ont inhalé cela. Et donc, est-ce que cette entreprise-là est suivie régulièrement? Ça, c'est la question qu'on se pose parce qu'une entreprise comme celle-là devrait nécessiter de temps à autre de multiples surveillances à son niveau parce qu'elle traite des produits chimiques très nocifs pour la santé. Donc, on a quand même un ministère des Industries, oui, développement technologique, on a un ministère de l'Environnement aussi. Donc, et l'entreprise en elle-même aussi, elle devrait former son personnel à pouvoir mieux se préparer pour les cas pareils. Parce qu'il y a une réalité, oui, c'est une véritable question qui se pose autour de cet incendie, au-delà de l'incendie. Une entreprise d'un tel acabit, je situe un peu le lieu où l'entreprise se trouve. À un jet de pierre de là, on a un lycée, le lycée de Brazzaville. Tout autour, on a des habitations. On a un lieu de loisirs, un truc qui a été conçu par la mairie de ville au niveau du passage du Drain. On a un dépôt de planches pas loin de là. Mais on a une entreprise d'un tel acabit, d'un tel niveau de pollution en plein cœur. Je pose bien la question, qui a trouvé l'autre? Est-ce les habitants qui ont trouvé l'industrie ou alors l'industrie qui a trouvé les habitants? Cédric, oui. Vous avez parlé de plan d'urbanisation. Il n'y en a pas réellement. Le plan d'urbanisation ne se fait pas en un an. Ne se fait pas pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans. C'est une longue projection. Oui. On parlait souvent à l'école de ce qu'on appelle les perspectives cavalières. C'est-à-dire qu'on prend ici, on a lancé de l'autre côté. On a retrouvé un certain nombre d'années. Malheureusement, Douala est une ville poubelle. Je suis désolé de le dire. Lorsque vous voyez la situation et la promiscuité qu'il y a entre la population et les entreprises, les grandes entreprises nocives comme celle-ci, vous comprenez qu'on est totalement malade. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut mourir, on ne sait pas pourquoi. Vous voyez la prolifération des cancers. Allez, laissons un peu le cas de Nettoicam, puisque vous parlez un peu de cette situation. Regardez, allez au génie militaire. Allez voir ce qui se passe. Avec la grande décharge. Le scandale écologique. La grande décharge. Avec la grande décharge en plein cœur de la ville. On est au génie militaire entre Japoma, PK10 et les restaurants sabotés. Mais lorsque vous... Revenons un peu plus près, parce que pas très loin de cet endroit où se situe l'usine de Nettoicam,
à moins à 1 kilomètre ou plus de là, on a la zone industrielle Douala Bassa. C'est ça que je Et lorsque vous passez dans cette zone, vous connaissez le quartier Espoir, lorsque vous passez dans cette zone, on est à Ouiac. À Ouiac, quand ces industries, on va dire ça comment, rejettent des fumées, elles sont inhalées par les populations. Toutes les populations, les inhalent. C'est de l'azote, c'est de tout ce qui a... Et vous vous retrouvez avec des enfants qui facilement chopent un cancer. Donc, lorsque vous voyez tous ces... Vous savez, parce qu'il n'y a pas eu un vrai plan d'urbanisation, je pense quand même que lorsqu'il n'y a pas eu un vrai plan d'urbanisation, la ville, l'État, le gouvernement peuvent donc décider que, puisqu'on a raté le départ, il faut quand même qu'on se retrouve quand même au niveau. À ce niveau-ci. Ce niveau-ci, c'est quoi? C'est fait comme les Blancs le font. C'est-à-dire qu'on délocalise. On délocalise soit les habitations, soit les industries. Mais beaucoup plus les industries. Les industries ne peuvent pas rester en plein cœur de la ville. C'est pour cette raison que dans les pays comme le Canada, vous allez entendre des villes comme Edmonton. Parce que là-bas, on a acheté beaucoup d'entreprises. Qu'est-ce qu'on fait donc? On va circonscrire. C'est-à-dire que si c'est peut-être PK24 ou PK27 qu'on a choisi, comme est-ce que ce sera facile? Parce que justement, si on doit délocaliser une zone industrielle comme celle de Douala Bassa, cela signifie qu'on va, non seulement on va l'enlever, mais ça va prendre énormément d'années pour dépolluer la zone avant que des populations puissent s'y installer à nouveau. C'est un processus. Est-ce que ce ne serait pas plus simple tout simplement de délocaliser les populations, elles? En termes d'indemnisation, ce sera grave. Ce sera beaucoup trop. Mais par contre, c'est d'indigne, puisqu'il faut ce qu'on appelle l'environnement, un bon environnement, on a déjà une ville qui est acquise. On délocalise les entreprises, on les relocalise. Et quand on les a relocalisées, c'est d'indigne. On met un périmètre qui va faire en sorte que même dans 30 ans, 40, 50 ans, les populations ne peuvent plus se retrouver dans le même site. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a donné la zone industrielle de Bonabéry et de Douala Bassa, on a laissé le champ libre. Les mairies n'ont pas fait leur travail de contrôle. Et n'importe qui pouvait se retrouver, il vend un terrain, il vend le terrain et puis les populations viennent se fixer. Les entreprises même elles-mêmes, au lieu de dénoncer cette hyper proximité, elles ne l'ont pas fait. Et on se retrouve dans cette situation où s'il y a un véritable danger, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Vous imaginez la centrale à gaz de Lobaba. De Lobaba. Je ne souhaite pas, attention. Mais si elle pète un jour, si demain il y a un pétard, ça va être... c'est la catastrophe. Ça va être une véritable... On ne parlera pas de 200-300 morts. On parlera des morts. Parce que... Allez-y. Donc, allez-y. Un peu comme la catastrophe de Sama Yaoundé. Le responsable de l'entreprise Netwacom qui a également dit hier qu'il y a des citernes de stockage et des cuves de stockage qui contiennent des produits vraiment chimiques et vraiment inflammables. Il a même stipulé que ça devait faire 1 semaine pour éteindre le feu. C'est-à-dire que pendant 1 semaine, pour lui, il remerciait le ciel que ces cuves-là n'aient même pas été touchées. Donc l'État n'a pas fait son travail. Les populations, elles ont besoin d'un espace, elles se sont fixées là où on les a donné des espaces. Et vous voyez aujourd'hui, on se retrouve dans ce type de situation. Donc je pense que la situation de Netwacom doit nous donner un peu plus de sagesse quand on est gouvernant pour qu'on essaie un peu de tirer les leçons de cette situation. Mais je pense aussi qu'on doit sensibiliser les populations parce que nos populations aussi sont têtues. Elles ne comprennent pas. Je pense quand même que nous tous, on sait ici que lorsqu'on s'installe à côté d'une usine, la masse par définition, pardonnez-moi le terme, est imbécile. Elle est stupide. La masse par définition est stupide. Lorsque vous lisez le livre, l'ouvrage de Sartre, le contrat social, vous comprenez ce que c'est que l'État et la nation. En réalité, nous, la nation, étant conscients du fait que si on se contente d'être la masse, ça va devenir comme Hobbes le disait, l'état de nature, tout le monde va se bouffer, le plus fort va bouffer le plus faible. On a donc choisi des personnes qui vont nous représenter et dont le rôle est d'assurer le respect et le maintien des règles dans la société. Ça veut dire que si les gens avaient payé à ce que les gens ne se fixent pas là. C'est le contrat social. Je vous donne une partie de mon pouvoir et en retour, vous mettez les voies et moyens pour me permettre de me sentir en sécurité au sein de la société. Vous reculez. Donc, si les populations, la masse se retrouve à être installée à proximité d'une usine qui présente potentiellement un danger pour elle, c'est que la partie que l'État a échoué dans sa part du contrat social. Il n'a pas joué son rôle.
Elle n'a pas joué son rôle. Son rôle qui était non seulement de prévoir un espace pour ces populations pour s'installer, mais veiller à ce qu'elles s'y installent, mais aussi veiller à ce qu'elles ne s'installent pas dans des endroits dits dangereux. Parce que quand on voit là, c'est du contrat social. C'est simple, aussi simple que ça. Parce que quand on voit ce qui se passe, si l'État avait balisé que ici, vous n'allez pas vous retrouver. Parce que la population, c'est a pris l'analogie de la masse. C'est-à-dire que la précarité fait que vous avez eu 2 millions de francs CFA. Vous avez entendu qu'il faut aussi que j'ai le terrain. Mon ami a construit, il faut aussi que j'ai ma part de terrain. Un monsieur est venu, vous a même dit que s'il y a un endroit ici, je vends ça. Et vous voyez, c'est bien ouvert. Vous dites, ça veut dire que si je me bats, je peux aussi mettre, je ne sais pas trop, 4 chambres, salon, cuisine, douche. Et moi aussi, on ne va pas dire que je n'ai pas commis, j'ai travaillé, je n'ai rien eu. Je n'ai rien fait. Donc, vous venez vous installer. Or, si la mairie, l'autorité venait vous dire, madame, on va retrouver ce monsieur ne peut pas vous vendre cet espace. Cet espace. On a balisé, on a dit interdit d'achat, interdit de vendre, interdit de commercialiser, interdiction de se fixer ici, de bâtir. Si chaque fois on vient, on remet, vous n'allez pas retrouver cette population-là. Malheureusement, l'État reste dans les bureaux. L'État, c'est les bureaux. L'État, c'est les bureaux. Pour peu qu'on graisse la patte à 2-3 fonctionnaires véreux, ça y est, le truc parfois est même, c'est avec la complicité qu'on passe, j'ai envie de dire comme ça, de ceux qui nous dirigent. D'accord. Qu'on vient se fixer à proximité. Justement, ce premier sujet met en exergue le plan d'urbanisation dans les grandes villes du Cameroun. On se souvient tous, pour ceux qui l'ont vécu et pour ceux qui ont même regardé des reportages historiques qui ont été faits dessus, de la catastrophe d'un SAM qui avait causé la mort de plusieurs personnes. Tout était parti justement d'un trop-plein de proximité entre un dépôt pétrolier et les populations de l'autre côté. Mais à côté de cela, on parle d'urbanisme. Que font les zones industrielles à moins de 300-400 mètres parfois des habitations, des lieux d'habitation? Sous d'autres cieux, on délocalise ces endroits à la périphérie de la ville. Cela participe de la sécurisation même des installations de ces industries. Mais où est passée l'urbanisation et les plans d'urbanisation au Cameroun? Point d'interrogation. On rentre dans le second sujet. Le second sujet parle d'un enseignant poursuivi pour trafic et traite de personnes. Trafic et traite de personnes humaines. Le mec, il s'est pris pour qui? C'est Kunta Kinte. L'affaire qui secoue actuellement le tribunal de grande instance d'Umfundi met en lumière les dérives des réseaux de recrutement clandestins et place un ancien enseignant de philosophie au cœur d'une procédure criminelle pour trafic et traite de personnes. Les faits remontent à octobre 2024, date du décès suspect d'une jeune femme camerounaise partie au Nigeria. Elle y avait été attirée par des promesses d'investissement d'une structure dénommée CUNET. Si le certificat de genre de mort initial évoquait une crise d'épilepsie, l'autopsie, quant à lui, a révélé en réalité une anomalie bien plus alarmante. Son cerveau était endommagé et son corps présentait des escarres suggérant de graves privations. Face à ces accusations qui ont mené à son arrestation, l'ancien enseignant de philosophie clame son innocence. Il affirme n'avoir jamais contacté la femme, rejetant la faute sur les responsables et leaders de CUNET qui auraient selon lui directement manipulé et convaincu la victime via son téléphone portable. À ce sujet, donc, pour examiner ces déclarations et poursuivre les débats, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 8 juillet prochain, date charnière qui sera consacrée à la poursuite des débats ainsi qu'à l'audition détaillée du témoin de l'accusé. Vous avez mentionné un nom, une structure. CUNET. CUNET. Encore et toujours. Très souvent, on s'est retrouvé avec des affaires de traite de personnes. C'est des affaires sur lesquelles j'ai travaillé sur certaines affaires. Sur certaines de ces affaires. Je me suis retrouvé avec des Camerounais qui m'ont contacté depuis le Ghana, retenus dans une petite pièce comme ça. Une toute petite pièce. Plusieurs se dormant les uns sur les autres. Et tous n'avaient que ce nom à la bouche. CUNET. Tous n'avaient que ce nom à la bouche. Je me dis, mais toutes ces affaires qui s'emboîtent et qui s'entremêlent les unes aux autres, l'État ne voit pas ça. C'est dingue. Malheureusement, on a travaillé ensemble sur ce dossier-là. Et Dieu merci, j'ai connu un frère, c'est-à-dire un de mes propres frères, cousin un tout petit peu éloigné, qui lui avait été pris finalement en tenaille du côté du Nigeria.
Et qu'est-ce qui s'était passé? Il avait eu de l'argent, on lui a dit, bah écoute, mais il faut d'abord, avant d'en arriver, il faut d'abord rappeler aux uns aux autres que c'est le goût du lucre, hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas de gain facile. Et que le gain facile, on veut vite devenir riche, plus rapidement et très rapidement, parfois même sans pouvoir travailler, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, quand ils vous recrutent, ils vous font venir, ils vous promettent un travail. C'est dingue. Oui. Et on vous dit, ça sera peut-être à Lagos. Vous arrivez à Lagos, vous êtes content parce que vous dites, bon, ok, je gagnais au Cameroun avec les salaires de catéchistes qu'on propose dans notre pays, 50 000 francs, 60 000 francs. Bon, là-bas, on vous a proposé pratiquement 440 000 francs, l'équivalent en Naira. Vous dites, bah, écoutez, je vais y aller. Quand vous arrivez donc à Lagos ou alors, je ne sais pas, à Abuja, dans l'une des villes, on vous met à l'intérieur et on vous dit, bah, écoutez, ce n'est pas ça. Justement, on récupère d'abord vos pièces. Pour ne pas vous couper, parfois même, on vous propose d'autres destinations. Parce que j'ai eu un dossier de ce genre où on a proposé à de jeunes gens la destination de la Côte d'Ivoire. Par exemple. Même le Libéria. La première chose qui surprend, d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, la première chose qui surprend ces gens, c'est qu'ils ne partent pas par avion. Non, c'est la route. Ils prennent la route. Les gars partent par route et se retrouvent coincés au niveau du Nigeria. On leur dit, c'est votre terminus ici, vous ne continuez plus. En principe, ça devrait même être le premier élément. C'est-à-dire, quand on vous promet un vrai travail et qu'on vous demande de prendre la route, vous devez déjà commencer à vous poser des questions. Pour l'interrogation, pourquoi est-ce qu'on me promet un travail bien rémunéré alors que je dois prendre encore les risques de la route? Donc, quand ils arrivent au Nigeria, on vous dit donc, bon, écoutez, on va récupérer la carte d'identité, on récupère tout ce que vous avez comme moyen, parfois le passeport, etc. On vous dit, bon, vous allez rester ici. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez contacter 3 personnes au pays. Et oui. on va vous dire, allez vous filmer dans un restaurant, vous mangez bien aujourd'hui, et vous allez poster sur votre page Facebook, je sais pas, Instagram, etc. Et vous repartez le lendemain. On vous dit d'aller dans un grand mall. Vous y allez, vous filmez, et puis vous allez dans une grande avenue, 3 photos. Et vous publiez ça, on vous dit, regarde, non, vraiment, je vis bien ici, et tout. Si toi aussi tu veux venir, tu viens. Sauf que quand vous avez pris ces 3 personnes, parfois c'est le chiffre minimal, hein, c'est-à-dire que vous faites venir 3 personnes. Lorsque vous avez embauché ces 3 personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont payer peut-être 800 000 francs ou 500 000 francs qui vont aussi déverser, arriver là-bas dans ce pays-là. Oui. Et vous, parfois, par chance, on peut vous relâcher. Justement. Sauf que pour le cas de la dame, oui. Pour revenir au cas de la dame, il paraît donc qu'elle a refusé littéralement. Elle a dit, je ne me prêterai pas à ce mauvais jeu. Parce que beaucoup, parfois, par peur de mourir, ils disent que bon, je vais contacter Cédric que lui aussi il a besoin de travailler ici. Et quand la dame peut-être refuse, on dit, puisque tu risques d'aller gâter notre business, on va te faire passer par des services. Oui, parfois on torturait, des personnes l'ont dit, on torturait certains, on les droguait. On les droguait. Moi j'ai une préoccupation au-delà du fait que le gouvernement ne réagisse pas. Est-ce que le cas des uns ne pourrait pas parler aux autres? Parce que à l'instant où nous parlons, il y a des Camerounais qui cherchent également ces réseaux-là pour pouvoir tenter aussi leur chance. Et dans ce temps, on devrait aussi se poser de très bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils le font donc parce qu'ils n'ont plus confiance en leur gouvernement, parce que le gouvernement ne met pas à la disposition, ne met pas les jeunes à l'abri du besoin. C'est pourquoi on a des jeunes aujourd'hui qui sont prêts parfois même à risquer leur vie. Récemment, parlant encore ici des serfs camerounais qui meurent sur le front. Vous vous rappelez de ce qu'un jeune homme nous a dit à la radio? Oui, il avait dit que même s'il avait son argent, il irait en Russie pour... Il a dit à SL que Madame Gondi, si vous avez même le réseau là maintenant, donnez-moi, je pars en Ukraine. Le désespoir, la manifestation de même désespoir. Si je décède là-bas, au moins cet argent servira à ma famille. Et bien, quitte à devoir mourir ici pour ne rien avoir, autant mieux mourir de côté et l'argent restera par la suite servi à la famille. Donc c'est le résultat du délaissement de la jeunesse au Cameroun qui pousse certains jeunes à devoir même se retrouver dans ce qu'ils ne voulaient pas. Pour beaucoup, c'est par dépit qu'ils le font même. Vous voyez un jeune qui au Cameroun même, à la fin du mois, peine même à avoir 50 000 francs. Même dans les 50 000 qu'il parvient même à avoir, il doit retirer son loyer, retirer la nutrition, retirer même les impôts. Autant de choses qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui se découragent et puis se disent, même s'il faille risquer ma vie, eh bien, je suis même déjà mort au Cameroun. Parce que vous vous retrouvez dans cette affaire, dans ce truc qui a été mentionné, ce cunette-là. Au départ, vous êtes contacté par un proche qui vous parle de pyramide de gains. Qui vous parle de pyramide de gains. Il vous dit, voilà des produits que vous devez vendre, machin, truc et tout, et tout, et tout. Et il vous dit, chaque fois que vous vendez, que vous faites rentrer quelqu'un,
vous bénéficiez de quelque chose, ce qui se transforme en pyramide de gains. Vous y allez, vous posez pas de questions. Vous montez. Après, ils disent, bon, tu es arrivé à un certain niveau, est-ce que tu recherches du travail à tel et truc et tout? Ils vous proposent du travail. Je sais pas, quitte au Ghana, quitte en Côte d'Ivoire, quitte au Nigeria, selon vos compétences. Vous mettez tout en œuvre pour pouvoir partir. Parfois même vous vous endettez. J'en ai eu des personnes qui se sont endettées. Quelqu'un m'a contacté, s'est endetté à hauteur de 900 000 francs pour partir. Carrément. Et c'est même pas le premier cas. Il part par route. Le mec, il part par route. Mais la vraie question, c'est... Il débarque et on lui dit, le Nigeria, il m'a parlé de l'état de Calabar. On te dit, le Nigeria, c'est ton terminus. Tu vas plus nulle part. Voilà où tu vas rester. Là-bas, tu retrouves d'autres compatriotes qui sont là depuis des mois. C'est de la prison. Et on vous oblige à perpétuer cet engrenage morbide. Mais même quand on se pose la question, que fait l'État pour fermer cette histoire de cunette depuis des années? D'où la question que je m'apprêtais à vous poser. Ce système existe depuis des années. Il a été décrié à plusieurs reprises. On en a fait des reportages. L'État ne réagit pas. Pourquoi? Ça nous rappelle un peu l'affaire du MIDA. L'État ne réagit pas. Pourquoi? Quand Cunet, on a essayé de mettre la pression sur Cunet, ils ont créé cette histoire de MIDA. Et puis finalement, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez comment ça se passe. Tous les jours, on escroque des gens, on frappe des gens, on vole des gens, on appauvrit des gens et on en fait des esclaves. Et puis finalement, vous êtes là, vous regardez, vous ne dites rien. En tout cas, tant que ça ne touche pas vos enfants, il y a des ministres qui avaient dit qu'on pouvait vivre au Cameroun avec... Moi, j'irais même plus loin. Je veux poser la question. Avec toutes les dénonciations qui ont été faites autour de ces sombres, de ces sordides affaires de trafic d'êtres humains, et le nom qui revient, Cunet, le fait que l'État n'ait toujours pas réagi, ne cache-t-il pas quelque chose, une réalité plus sombre? Qui est Cunet? Qui détient Cunet? De quel type de ramifications bénéficie-t-il pour que depuis des décennies, il ne soit pas inquiété? C'est autant de questions. Autant pour l'affaire du site de entre guillemets, prostitution des jeunes, de proxénétisme des jeunes filles là. Dès que ça a fait le tapage et tout, ça n'a même pas mis là, on a fermé. Non, on a suspendu. On a juste dit qu'on allait. Il y a quand même une réaction. Oui, il y a une réaction. Mais là. Oui, parce que même les enfants de riches, même les enfants de nos gouvernants pouvaient se retrouver facilement par jet de l'eau. Mais aujourd'hui, on a vu que là-bas, c'est une histoire des pauvres. Qu'est-ce qu'un enfant de riche peut se retrouver à aller travailler? Est-ce qu'il peut se retrouver à aller travailler au Nigeria pour 400 000 francs? C'est pas évident. Donc, on sait que la prostitution, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on peut facilement s'adonner. Mais pour ce qui est du travail, les enfants, les autorités, de nos autorités... Non, c'était pour marquer un peu la réaction. Pour parler un peu de la réaction. Parce que là, il n'y a aucune réaction. Oui, mais il n'y a pas de réaction parce que ça ne concerne pas le grand nombre. Le grand nombre, c'est que ça touche de façon à ce qu'on touche les riches, on touche aussi bien les pauvres. Or, ici, ce n'est que les pauvres qui se retrouvent dans cet engrenage. Mais est-ce que les pauvres ne font non pas partie du Cameroun? Est-ce qu'ils ne sont pas citoyens camerounais? Bah ouais, justement. Bon, voilà donc un nouvel épisode dans le sordide feuilleton de trafic d'êtres humains. Il faut qu'on le châtie vraiment à la hauteur de ce qu'il a commis. Si jamais il s'avère qu'il est commis cela, est-ce que finalement cet enseignant de philosophie n'est-il pas le bouc émissaire d'une affaire? N'est-il pas on va dire ça comment, celui que l'on veut vendre pour protéger la structure? Parce que c'est clair qu'il n'est pas le cerveau du groupe. Hein. Oui, quand vous regardez, je ne me vois pas un prof de philo à être le cerveau d'une machination aussi bien ficelée. C'est quand même... il faut vraiment que l'État se décide à prendre ce problème à bras le corps. Et moi, je continue à émettre des doutes sur qui est Cunet. Qui est Cunet? Qui détient Cunet? Pourquoi on a l'impression que cette affaire est intouchable? Est-ce qu'il y a des cunettes dans Cunet? Il faut se dire. Peut-être il y a un Cunet qui lui fait ses choses de l'autre côté. Et il y a d'autres entités qui se prévalent de Cunet et qui font ce type de choses. Autant de questions qui méritent énormément de réflexion. Bien. Je crois que c'est notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. C'est le dernier sujet, Cédric. C'est le dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. Bien. On rentre dans l'instant. Comme on entre dans l'instant publicité avec nos amis de Global Import qui sont avec nous ce matin. Est-ce qu'on va du côté de la régie, Cédric? D'accord, on fait un tour du côté de la régie.
Bon, on ne va pas du côté de la régie, il y a mon bombo. On prend les messages. On prend les messages, on va prendre quelques messages. Cynthia n'a pas besoin de se salir devant lui en avouant sa bêtise. Attends qu'il l'attrape aussi. Dorénavant, qu'elle ne raconte plus sa vie au dragueur. Non, mais qu'est-ce que ça? Je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Concernant l'histoire de la fille, je pense qu'elle devrait causer avec son mari parce que la Bible dit l'homme connaîtra la vérité et la vérité la franchira. Sachant qu'ils sont mariés, ils ont signé pour le meilleur etc. Je pense que Cynthia ne doit rien dire. Et si elle sent que son mariage ne marche plus, qu'elle rentre chez ses parents et un jour, elle pourra dire la vérité à son mari. Et si son mari a effectivement changé, qu'elle supporte et profite de son attention pour oublier cela. D'accord. Elle pourra pas oublier. Bon, on va revenir pour prendre la suite des messages. On va mettre le cap du côté du plateau B avec nos amis de Global Import qui sont de l'autre côté. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous ceux qui regardent 10-12 le Zénith. Voilà, on est content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Beaucoup, on parlait d'entrepreneuriat, on parlait de vente, on parlait de commerce. Beaucoup désormais se tournent vers certains pays, beaucoup de pays, la Chine, Dubaï, la Turquie, pour faire des affaires et justement pour en savoir un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous parler du commerce international, surtout à travers ces 3 pays-là? Oui, le commerce international, surtout la Chine aujourd'hui, qui est le pays le plus moins cher au monde, c'est une destination qui est en train de transformer la vie de plusieurs personnes parce que plusieurs personnes qui sont dans le business et ils sont en train d'acheter des produits très très chers et ils essaient aussi de revendre très cher et ils se retrouvent en train de perdre le temps ou bien ils tournent toujours à rond parce qu'ils ne se font pas réellement une bonne marge de bénéfice parce qu'ils achètent à monsieur A qui achète, à monsieur B qui achète, à monsieur C. Imaginez si vous avez peut-être accès direct aux fabricants, vous allez acheter ces mêmes produits-là très très moins cher. Aujourd'hui, la Chine donne des opportunités même pour que vous personnalisez votre produit en votre propre marque et puis vous commercialisez en Afrique, dans n'importe quel pays où vous vous trouvez. Donc la Chine aujourd'hui est une destination qui est en train de transformer plusieurs hommes d'affaires, plusieurs commerçants, plusieurs personnes qui ont accès à cette information-là. Hier, j'étais en train de causer avec l'une de nos apprenants et puis elle me montre un produit qu'elle a pris en Chine. Elle a vu ça ici au Cameroun qu'on vend à 500 francs CFA la pièce. C'est un produit de beauté que les femmes utilisent pour enlever les boutons sur la face. Et elle voit ce même produit à 17 francs CFA. Elle a acheté une grande quantité. Elle vend 3 à 1000 francs. 3 à 1000 francs veut dire que les 3 là ne la coûtent même pas 100 francs. Mais ici là, on vend 1 à 500 francs CFA. Ça veut dire que quand vous avez accès direct au fabricant, vous faites énormément de bénéfices. Parce que elle m'a dit que ici on vend en gros à 250, 300. Or, elle a accès maintenant à 17 francs CFA seulement. Il y a plusieurs produits que moi, par exemple, j'achetais avant à 4000 francs pour revendre à 5000. Et aujourd'hui, j'ai accès à ces mêmes produits à 90 francs, 140 francs quand j'achète en moyenne quantité. Il y a des pâtes dentifrice que j'achetais même à 2700. Aujourd'hui, j'ai accès à 134 francs. En fait, la Chine est une destination pour ceux qui veulent réellement transformer leur business. Et même la Turquie, pour ceux qui veulent se lancer dans le business des vêtements. Tout le monde connaît aujourd'hui que la Turquie est la meilleure destination. Donc, le commerce international est là pour aider ceux qui veulent réellement transformer leur business et vous pouvez commencer même avec un faible capital. Et bien justement, il y en a plein qui se posent la question avec ces explications. Il est possible d'avoir un produit à moindre coût en travaillant directement avec le fabricant au lieu de passer par une chaîne très très longue. Mais ceux qui nous regardent se demandent, est-ce que tout Camerounais peut se lancer dans ce business c'est presque comme une sorte de trading. C'est presque comme une sorte de trading. Est-ce que tous les Camerounais peuvent se lancer dans ça? Exactement, tout Camerounais peut se lancer parce que moi qui vous parle, j'ai commencé avec 57 000 en 2023, août 2023. J'ai vu des produits qu'on vendait ici à 20 000, 25 000 et j'étais vraiment étonné quand j'ai vu le fabricant revendre la même chose à 620 francs, 650 francs, un même produit, même qualité et ici, là, on vend la même chose à 20 000. J'ai commencé avec 57 000, j'ai acheté 50 pièces. Les 50 pièces fois 20 000 francs CFA, ça m'a donné 1 million de francs CFA. C'est-à-dire 943 000 francs CFA de bénéfices. Imaginez juste une première fois que j'ai décidé d'essayer et j'ai fait une marge de bénéfices aussi énorme. Donc, tout Camerounais qui me suit, vous êtes commerçant, vous êtes homme d'affaires,
Vous travaillez à chemin camp, ça veut dire que vous avez cherché le travail jusqu'à chercher le travail est devenu votre travail. Chômeur pro. À chemin camp. Vous-même aussi, vous pouvez vous lancer dans le e-commerce et nous sommes prêts à vous montrer étape par étape. Ouais, bah justement, pour montrer étape par étape, on ne va pas tout trahir ici, mais on aimerait en savoir un peu plus sur le e-commerce et le marketing digital. Oui, comme je dis toujours, ce n'est pas le meilleur produit qui se vend au marché, ce n'est pas le produit le plus moins cher qui se vend au marché, c'est le produit le plus connu qui se vend au marché. Ça veut dire que si vous n'êtes pas connu, si vous ne connaissez pas le marketing digital, vous ne pouvez pas vendre vos produits. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde digital. Il faut apprendre comment utiliser Facebook, WhatsApp, Instagram pour générer des ventes en automatique. Après avoir importé très moins cher. Ce qui va vous rendre riche, ce qui va vous rendre millionnaire, c'est la vente. C'est la vente. Ok? Donc, vous devrez apprendre comment utiliser toutes ces plateformes pour générer des ventes. Et Facebook, par exemple, connecte plus de 2 milliards de personnes par jour. Ça veut dire que Facebook rassemble plus de personnes que toute l'Afrique rassemble, tous les pays en Afrique rassemblent. Donc, vous devrez apprendre le marketing digital. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous aider étape par étape. Et bien justement, pour avoir cette session de formation sur le marketing digital, vous organisez une giga conférence dimanche prochain, c'est le 14 juin, du côté de la falaise, de l'hôtel La Falaise de Bonanjo. Et ben, parlez-nous un peu de cette conférence qui aura lieu le 14. Nous avions décidé d'organiser une méga conférence à l'hôtel La Falaise de Bonanjo ce dimanche 14 juin à partir de 14h où vous allez apprendre tout ceci, comment être en contact direct avec des fabricants en Chine, plus de 6 millions de fabricants en Chine, comment aussi exporter même des produits agroalimentaires parce que nous ne parlons pas juste de l'importation, comment aussi exporter des produits camerounais à l'étranger, à la diaspora et plusieurs d'autres pays, comment personnaliser même votre produit en votre propre marque, l'éducation financière, l'entrepreneuriat et plusieurs d'autres choses. Cette conférence coûte 25 000 francs CFA pour participer, elle n'est pas gratuite, c'est 25 000 francs CFA pour participer, mais nous allons donner accès aux 5 premières personnes qui vont nous contacter par les 2 numéros que vous voyez en bas de l'écran. Vous allez avoir accès gratuit à cette conférence. 5 premières personnes envoyées intéressées maintenant à WhatsApp, SMS ou bien vous appelez les 2 numéros 658 97 14 15 658 97 14 15 ou bien le 654 75 94 05 654 75 94 05. Les 5 premières personnes à arriver dans la salle ce jour-là, ils vont avoir accès, ils vont avoir un cadeau spécial du PDG lui-même. Donc voilà. Ce dimanche à 14h, hôtel La Falaise Bonanjo. Et ben voilà. Et justement, il y en a qui nous regardent, ils se disent que c'est sûrement réservé à une catégorie de personnes. Il faut peut-être qu'on leur dise, est-ce que c'est pour tout le monde? Tout le monde peut y participer? Tout Camerounais lambda qui me suit maintenant, vous êtes entrepreneur, vous êtes commerçant, vous êtes Bayam Selam, vous êtes quelqu'un qui veut réellement grandir dans le business, cette conférence est pour vous. Tout ce que vous devrez faire, envoyez juste intéressé maintenant à WhatsApp, SMS ou bien vous appelez les 2 numéros que vous voyez en bas de l'écran. S'il vous plaît, même si vous êtes à Bafoussam, à Yaoundé, c'est une conférence nationale. Donc nous allons rassembler les entrepreneurs partout au Cameroun et même dans les autres pays africains. Donc envoyez intéressé maintenant. Nous nous rassemblons ce dimanche à 14h à l'hôtel La Falaise de Bonanjo. Je donne 5 tickets gratuits aux 5 premières personnes envoyées intéressées par les numéros 658 97 14 15 ou bien le 654 75 94 05. Eh ben, merci d'être passé par chez nous, Global Import. On espère vous retrouver très bientôt. Mais en attendant, rendez-vous dimanche 14 juin pour la grande conférence du côté de l'hôtel La Falaise Bonanjo. Merci. On revient sur ce plateau avec vous, Lydienne, pour la suite des messages. Avec les messages. Si vous êtes avec une femme et qu'elle se retrouve à fouiller votre téléphone à votre insu, c'est la faute à l'homme. Même si on se dit que l'homme reste le chef de famille, on a la responsabilité d'assurer la sécurité autant financière que morale du couple. Donald Atangana depuis Yaoundé. L'infidélité de la femme est beaucoup trop émotionnelle pour la supporter. J'espère que ce n'est pas son mari qui a envoyé le voleur. Qu'elle ne dise rien et cherche une thérapie, puis se concentre sur l'avenir qui passe par l'amitié avec son mari. Non mais attendez, le mari aurait envoyé le monsieur. Lisiane Dobala, tout péché est pardonnable. Le monsieur qui venait... Jean-Paul. Message désobligeant. Ouais.
Il y a ici ça. Prendre votre message. Oui. Je pense que Cynthia ne doit rien dire. Et si elle sent que son mariage ne marche plus, qu'elle rentre chez ses parents et un jour, elle dit la vérité à son mari. Et si son mari a effectivement changé, qu'elle supporte et profite de son attention pour oublier cela. Et il y en a Des beaucoup. numéros, hein. Il y en a beaucoup. Concernant l'histoire de la fille, je pense qu'elle devrait causer avec son mari. Ah, j'ai déjà lu celui-ci. Oui, déjà. Les gens qui demandent à Cynthia de ne rien dire à son mari, là, c'est comme s'ils n'ont pas bien compris la préoccupation de Cynthia ce matin. Ça l'arrange. Moi, je dis qu'elle est déjà en train de souffrir de la dépression, qui visiblement va la détruire au fur et à mesure. Parce que vivre avec une vérité qui vous range, c'est encore mieux de dire la vérité. Et voilà, la personne prend comme il va prendre et ça sort comme ça sort, comme on dit parfois chez nos Cameroun. Seulement, pour dire cette vérité, elle devrait d'abord trouver une meilleure stratégie, s'éloigner d'abord de la cible avant de balancer la vérité par la suite. Avant qu'elle ne s'engage pour cette relation, la fin était quoi? Abandonner son mari ou tromper son mari toute sa vie. Moi, je dis, si elle présente les excuses à son mari, elle va perdre la confiance de celui-ci. Donc, elle ne dit pas. Pour aider cette femme, il faudrait qu'elle rencontre un psychologue, car la dépression, c'est le moyen le plus rapide pour un suicide. Et comme solution, pour ma part, je proposerais, comme l'a dit une des panélistes, qu'elle dise la vérité, mais avec l'aide d'un membre proche de la famille. Pourquoi pas le chef de famille. Celui-ci dit qu'il aime l'émission. Il dit qu'il aime l'émission. Oui, bah on sait que vous aimez l'émission, mais participez aussi. Si on dit que la femme est d'essence infidèle. Que la femme est d'essence infidèle. Vous validez la théorie? Je ne valide rien du tout. Vous validez rien? C'est l'homme qui est d'essence infidèle. C'est trop facile de le dire comme ça. Mais quand même, parce que la polygamie existe pour l'homme, non? C'est mieux qu'elle reste. Dans d'autres civilisations, il y a de la polyandrie. Hein. C'est mieux qu'elle reste tranquille. Parce que si elle dit à son mari, le mariage sera fini. Donc mieux, elle reste comme elle est là. Elle préfère que sa vie finisse ou que son mariage finisse. Je dirais à la dame de ne pas jouer avec le feu. Les hommes sont tous les mêmes. Ils font tous l'adultère. Les plus fidèles ont au moins 2 femmes dehors. Que la femme s'y reste tranquille et ne dise rien à son mari. Cela risque de provoquer un électrochoc. Elle a alors le cardio. Elle dit qu'elle ne dort pas la nuit. Mais parce qu'on l'a envoûté. Non. Ça me rappelle une théorie de Jean-Paul ici là. C'est qu'il avait dit que la plupart des femmes mariées sont infidèles. Il a même donné un pourcentage. 92. On les a trompés. 92. Jean-Paul, ça vous conforte dans votre théorie? Je l'ai toujours dit. Et c'est le gars. Il a dit ce matin que toutes les femmes. Il avait donné un pourcentage. Il avait donné un pourcentage de 92%. Et j'ai encore dit ce matin que lorsqu'une femme vous dit qu'elle a trompé son mari une fois, en principe, elle a assuré le zéro. C'est 10 fois au moins. Non, je ne suis pas d'accord avec... Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de Jean-Paul? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais je vous dis, ce sont des faits. La preuve, voilà une femme qui vous dit qu'elle a trompé son mari, elle veut déjà se suicider. Pourquoi elle s'est suicidée? Parce qu'elle allait prendre les mauvais esprits. Elle veut la mettre à l'enfer. Je vous dis si elle n'a juste pas le cardio. Elle n'est pas la première. Donc pour tromper, il faut avoir le cardio. Oui, il faut avoir le cardio. Donc malheureusement, je pas cela, Cédric. Malheureusement. Mais Cynthia est une fille qui a voulu faire comme les autres sans toutefois savoir comment est-ce que les autres s'y prennent. Elle a voulu s'essayer et elle se rend compte qu'elle n'a pas la possibilité de supporter. Aujourd'hui, c'est elle qui pleure. Elle n'est pas la première à devoir tromper son mari. Elles sont nombreuses dans les foyers là, qui ne trompent pas toujours par amour, juste pour des parties, des jambes en l'air. Dans ce cas, ce sont des nymphomanes. Non, c'est faux. Une femme, lorsqu'elle trompe son mari, elle le trompe non seulement avec le corps, mais avec le cœur. Non. Avec le corps et le cœur. L'homme, quand il va tromper sa femme, il va simplement parfois pour essayer de tester sa libido sexuellement dans le couple et vont trouver satisfaction. Vous faites comment vous vous mariez avec un homme lorsque vous ne le connaissez pas? On se marie avec un homme parce qu'on le connaît. Je ne suis pas en train d'approuver leurs actes, il faudrait qu'on soit d'accord. Je dis ceci. Oui. Voilà. Lorsqu'on marie un être humain, une personne, c'est parce qu'on la connaît. On ne marie pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ah bon? Bien sûr. Non.
Donc, vous vous mariez comment dans les mariages qu'on a arrangés avant, c'est ça. Même quand on arrive, vous vous connaissez déjà. Aujourd'hui. C'est pour ça que les hommes qui ont les fiançailles, on goûte d'abord. Est-ce que c'est les personnes qui se découvrent sexuellement dans le mariage? Quand il y a les fiançailles, c'est pour goûter. On goûte d'abord, c'est la nourriture. Attends, on goûte d'abord. C'est la nourriture. Allez-y, Beignet, continue avec. C'est l'égalité de sexe pour lequel vous combattez chaque jour. Garde le secret, car je découvre que le mariage finit. Alors si tu aimes ton mariage, ne dis jamais cela, même à tes sœurs. Alors, peut-être même ces sœurs-là sont déjà au courant. Tchaï. C'est un secret qu'elle ne peut pas garder pour elle. Elle ne peut pas. La femme, s'il n'a pas le maintenant qu'elle nous a dit à nous, j'espère que ça va un peu la calmer. Non, ça ne pourra pas la calmer. S'il vous plaît, pouvez-vous demander à ce monsieur... Non, c'est pas vrai. La femme, au Vous même êtes le la chouchou femme, des téléspectateurs. la femme, au même titre que l'homme, sont tous des êtres humains et ont les mêmes droits par le mariage. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Ils sont d'accord avec ça. Oh, c'est beau les écritures. Hein. Ils sont d'accord avec ça. Non, On prend un dernier. On prend un dernier. Oui. Voilà. Que je le Tellement retrouve. message, là. Oui, les gens ont vraiment réagi ce matin. Ouais, Pour ils aider sont- cette... Non, ça c'est déjà lui aussi. Massa. Bon, Apparemment, on a fait le tour, hein. on a fait le tour. Oui, il y a parce que les beaucoup de messages, réactions. c'est C'est des vrai qu'on a un peu réactions éludé de- les internautes, on les a un peu laissés, mais ne vous en faites pas. Hein. Ne vous en faites pas. D'autres Nadine programmes. Christelle Bilon, quelqu'un qui Schröder nous dit qu'il Mégaphone, Jean-Bernard Tête-Mec Gongan, Colin Scolby et autres, voilà. Alain Camo et tout. On vous Ils oublie sont en pas. train de dire que Cynthia ne doit pas dire la vérité. Mais vous ne savez pas que ce que vous êtes en train de faire là est en train de tuer plutôt Cynthia. Bien au contraire. Bon, on ne vous a pas Parce que, oublié. comme Jean-Paul Boyo a Oui, dit, c'est bon, Si on a avait fini envoyé l'émission. l'histoire Avant, on l'aurait dit, maman, si tu as le On a- gajo, fais. Si tu n'as pas le gajo, on a terminé l'émission. On a terminé On a encore 2 l'émission. minutes, C'est on bon. sait. Non, on a terminé l'émission. Bien, on est arrivé à la fin. On passe un bonjour particulier à tous les internautes qui nous regardent et aussi un bonjour à celui qui n'a pas arrêté de nous citer les présidents de conseils régionaux là. Hein? Monsieur Omarou, il est président des transitaires de Kribi. Et il aime beaucoup votre coiffure. Oh là là, merci beaucoup. Voilà, on lui souhaite un On bon fera week-end. On vous davantage. souhaite également un bon week-end à vous, chers internautes et téléspectateurs. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres sujets, toujours aussi croustillants, d'autres analyses toujours plus décalées, un peu comme Boyo. Et surtout, restez en compagnie des programmes sur Equinox Télévision. Et bon début de week-end. Stay safe. Le clap. Oh là là. Des claps féminins. Vous savez que Boyo n'allait pas clapper. Il est tout comme ça.